Bonsoir, bonsoir. Transition. Comment ça va? Il est plutôt, c'est normal, comme j'ai dit, je fais le live 1 heure plus tôt. Et alors attendez, laissez-moi gérer ça. On va mettre musique de Minecraft. Voilà. Et donc, bienvenue sur Curiosity. Comment ça va, Henri? Et aujourd'hui, nous allons parler de la propulsion chimique. Mais avant ça, bien sûr, la partie news. Alors, je m'excuse bien évidemment, comme ça s'entend à ma voix. Je suis encore défoncé, donc je vais y aller tranquille. Je vais raconter tout tranquillement. Parce que je tiens un peu à ma voix, et comme j'ai encore mal, c'est compliqué. Bref. Ouais, voilà, comme je disais, ça va, mais voilà, je suis un peu arraché au niveau de la voix, mais tranquille. Du coup, on va y aller tranquille par la partie news. D'ailleurs, partie news, je n'ai pas d'illustration, mais c'est pas très grave. Attendez, je vais poser ça à côté. Un peu là. D'ailleurs, j'ai lancé ce live en dernière seconde, parce que je m'étais endormi, bien évidemment. Mais bon, là n'est pas le sujet. Sujet, du coup, news de Curiosity. On est sur cette semaine un peu des news en vrac. J'ai pas vraiment une grosse news. Juste parler de plusieurs news un peu en vrac. Tout d'abord, comme on a pu en parler la semaine dernière et assister vachement, c'est faux, je m'étais endormi. Non, il y a 2 semaines. C'est Aspiration 4, donc la mission touristique organisée par SpaceX, qui a bien atterri. Donc plutôt cool, la mission s'est bien passée, les touristes sont contents, bref, parfait. Nous avons aussi la NASA qui, pour le programme CLPS. Donc le programme CLPS, c'est un concours qui a été lancé par la NASA, qui a pour objectif de faire un lander lunaire. Donc elle a demandé à plein d'entreprises. Salut Proconsole, comment ça va? Donc elle a demandé à des entreprises comme SpaceX, un groupe un peu d'entreprises dont est composé Blue Origin, aussi Northrop Grumman, enfin bref, plein d'entreprises, de faire un lander lunaire. Donc SpaceX, ils sont venus avec Starship et ils ont gagné. Bah, ça va nickel, ça va. Un peu toujours mal à la voix. Donc ils ont gagné, sauf que Blue Origin n'était pas content. Du coup, ils ont chialé. Et la NASA, du coup, a dit bah écoutez, ok. Parce qu'en gros, genre, SpaceX avait gagné, ils gagnaient tout le chèque et les autres, ils avaient rien. La NASA a du coup dit ok, bah écoutez, on va répartir plus l'argent. Donc bon, c'est SpaceX qui ont toujours gagné, ils ont quand même un bon gros chèque, je crois que c'est une histoire de 9 milliards, un truc comme ça. Et aussi, ils ont dit qu'ils allaient en sélectionner un deuxième de projet. Donc Northrop Grumman et Blue Origin, enfin en tout cas la National Team, ils se retrouvent de nouveau à lancer le truc. Et en plus, ils ont un chèque pour un peu développer leur idée, afin de voir quel des deux autres candidats va être gardé. Donc bon, c'est bien joué pour la NASA, comme ça va pas non plus se rabaisser à ce que Blue Origin veut. C'est bien. Mais du coup, le Starship est quand même toujours sélectionné pour l'atterrisseur lunaire de la NASA. Et en parlant du Starship d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il est bloqué au sol. Normalement, on nous avait dit que le vol orbital, enfin semi-orbital, serait prévu fin juillet. Fin juillet, il n'a pas décollé. Pour quelle raison? Les équipes sont prêtes, le vaisseau est prêt. Le problème, c'est la loi. Et la FAA, donc la Fédération d'aviation américaine, qui s'occupe de tout ce qui est trafic aérien, respect des normes et tout ça. En gros, les bureaux qui s'occupent de toute la paperasse en rapport avec l'aviation civile et générale, et donc aussi toutes les fusées, parce que bah, c'est un peu par eux, ils passent dans les champs aériens et tout ça. Ils ont voulu ils ont dit que bah, tant que il n'y aurait pas eu un état environnemental qui aurait été fait sur le pad de tir de la fusée, et ainsi que toutes les conséquences d'un décollage,
bah, ils autoriseraient pas un décollage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné la certification au décollage. Donc du coup, ils ont dû faire des analyses et tout ça. Et donc, les premiers résultats ont commencé à tomber justement de la FAA qui a commencé à dire euh, alors, ouais, ça passe, mais encore deux, trois trucs qu'on a envie de plus analyser. En gros, on a l'impression qu'ils ont rien fait, quoi. Enfin, si, ils ont vu que ça allait sur les grosses lignes, il n'y a pas trop de problèmes, mis à part quelques espèces protégées qui sont dans la zone de Boca Chica, et que du coup, ça pose un peu problème, parce que des espèces protégées, si elles subissent un décollage de fusée, bientôt, il n'y aura plus besoin qu'elles soient protégées. Donc un peu compliqué. Encore une fois, Elon Musk qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui était un peu énervé, enfin énervé, pas vraiment, mais frustré surtout, parce que comme il dit, si on se reste bloqué à devoir attendre des autorisations pour chaque décollage et tout ça, son rêve de coloniser Mars est pas près d'arriver parce que pas que ça à faire. Donc bon, en même temps, ça se comprend parce que bah, au niveau de l'environnement, faut faire gaffe parce que bah, c'est un décollage de fusée, il peut y avoir surtout de la plus grosse fusée au monde, donc il peut y avoir des conséquences un peu importantes. Mais c'est vrai que là, ça va faire bientôt un mois que le Starship devait décoller. La FAA, du coup, eux, ils sont pas à la même esprit que SpaceX qui est un peu dans le boost. Donc ils font tout très vite. Mais enfin bref. Comme ça commence à arriver, il y a des chances que ça se débloque très bientôt. Et SpaceX a communiqué que en 1 à 2 semaines, une fois qu'ils ont l'autorisation, ils ont moyen de faire le décollage. Donc le temps de empiler le booster et le Starship sur la tour, de remplir les réservoirs, faire quelques petits static fire et hop hop hop, on s'envole pour Hawaï. Bref. Donc on va suivre tout ça et puis de toute façon vous inquiétez pas que le jour où le Starship va décoller dans sa forme complète, même pas pour un vol complet, mais enfin pas pour un vol orbital, mais juste pour aller se planter dans l'eau, vous inquiétez pas qu'on va suivre ça en live parce que ça va être beau, ça va être très 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 beau. Donc voilà, sur ce, on va pouvoir, maintenant qu'on peut clôturer cette partie news, nous allons rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est la propulsion chimique du coup. Alors, tout d'abord, je vais quand même dire, je vais spécifier exactement qu'est-ce que c'est la propulsion chimique et tout ça, mais je compte quand même un jour parler de tous les autres types de propulsion et tout ça, sauf que la propulsion chimique, c'est la plus répandue, c'est la plus générale, et c'est la moins complexe et la plus aboutie. C'est-à-dire que c'est pas des trucs trop théoriques ou voilà. Mais donc voilà. Je vais donc. On va commencer sur. Ah merde, ça ne va pas. Voilà. Donc, tout d'abord, voilà, attention, petite transition image. Voilà, une image bien dégueulasse en termes de qualité, mais ce n'est pas grave. Donc, comme je disais juste avant, il y a plusieurs types de propulsion. Nous avons notamment électrique, nucléaire, et donc chimique, et encore plein d'autres. Plasma, laser, enfin bref, plein de types de propulsion. Donc quand je parle en propulsion, je parle d'un moyen de provoquer un déplacement pour un objet, en tout cas dans l'espace. Notre objectif, c'est dans le spatial. Et donc, nous allons nous attarder sur la propulsion chimique, donc par réaction chimique, on parle vraiment. Et non pas par propulsion de monoergol. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont utiliser des gaz et tout ça, mais ils vont juste s'en servir pour se pousser, un peu comme des jets d'air. Donc tout ce qui est système de guidage, de stabilisation et de guidage sur les fusées, si vous avez déjà observé un décollage d'une fusée, sur les caméras, très souvent, on voit, en tout cas chez SpaceX, on le voit très très bien lors de leur réentrée, et quand ils vont se poser, c'est les petits jets qui apparaissent des fois. Bah ça c'est de la propulsion avec un monoergol et ce n'est pas de la propulsion chimique. Alors techniquement oui, mais il n'y a pas de réactions chimiques qui se font pour générer de l'énergie. Ici on parle bien d'une réaction chimique, c'est-à-dire que on va utiliser des propergols, donc plusieurs ergols qu'on va assembler pour provoquer une réaction chimique afin de
créer une plus grosse poussée. Et donc, on a 3 catégories de propulsion chimique, comme j'ai dit. Donc, la propulsion donc, à ergol liquide, à ergol du coup solide et hybride. Et donc, on va détailler. On va voir du coup ces 3 types avec leur fonctionnement général. Et alors, surtout, on va rapidement parler des systèmes de cycle. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais on va pas non plus détailler parce que y a tout plein de types de cycles et tout ça. Mais en gros, le cycle, c'est la manière dont on va permettre d'acheminer l'ergol du réservoir. On parle surtout pour les liquides et les hybrides. Mais la manière dont on va récupérer le fuel du réservoir pour l'envoyer dans la chambre à combustion. On va revoir ça tout à l'heure. Mais on va donc commencer par la propulsion solide. Donc la propulsion solide, ça utilise donc un propergol solide, donc sous forme de poudre généralement. Enfin, c'est une poudre solidifiée, quoi. Mais l'idée c'est ça. Alors les types de poudres, il y en a plusieurs. C'est généralement des poudres composites, en tout cas pour les grosses fusées. C'est-à-dire qu'on est sur des mélanges de Alors attention, là on sort des formules chimiques, hein. Mais du perchlorate d'ammonium, ainsi qu'avec de l'aluminium et du polybutadiène. Alors, les poudres et les compositions de poudre, généralement, on a souvent genre 2 réactifs. Enfin, vous voyez le triangle du feu, on a le comburant et le carburant. On aura 2 qui vont fonctionner en tant que comburant et carburant. Et le reste, ça va être des additifs. Des trucs qui vont permettre d'augmenter la réaction. Comme par exemple ici l'aluminium, c'est lui qui va permettre de pousser plus fort. On a aussi d'autres types de poudre, donc on a la poudre noire, qui, comme bien connu, hein, la poudre noire qui permet du coup de créer une propulsion. Et enfin dans le domaine plus amateur, on a ce qu'on appelle la sugar rocket. Donc la sugar rocket, c'est... Pardon. C'est donc comme son nom l'indique, du sucre et du... Ah merde, j'ai oublié. Alors, je vais dire un truc très très général. Une poudre de pesticides. Mais c'est du... Je crois percanate, c'est de l'ammonium ou un truc comme ça. Enfin bref, je revérifierai après. Excusez-moi, j'ai oublié. Pourtant, je connais bien le truc. Mais voilà, c'est en gros des trucs qu'on peut acheter sur le marché, hein, genre l'insecticide, enfin pesticide, t'en trouves dans les magasins. Et le sucre, vous en avez tous dans votre cuisine. Si vous mélangez bien ça, des procédés, je déconseille totalement de faire parce que c'est très dangereux, hein. Surtout que ça consiste à faire chauffer le mélange. Or, quand on fait chauffer un truc qui a pour but de cramer, vous comprenez l'idée de la dangerosité du truc. Mais bien sous bonnes conditions, ça permet de créer une pâte un peu rougeâtre. Et cette pâte, on la met, donc comme vous le voyez ici, dans une enveloppe. Ça va permettre du coup de faire une propulsion. Alors là, les avantages justement de la propulsion solide, c'est que c'est moins coûteux. Parce que on a juste à mettre les composants dans des tuyaux. C'est très efficace. Parce que très concentré. Donc ça va propulser de manière assez intense. Les problèmes, c'est que la poussée, elle n'est pas variable. C'est-à-dire qu'une fois le bordel est allumé, c'est parti. On ne l'arrête pas. Et enfin, le deuxième problème, c'est long à démarrer. C'est-à-dire que quand je dis long à démarrer, il y a une notion dans le spatial qui est l'ISP. J'ai plus la définition exacte, mais en gros l'ISP, donc l'ISP du coup des réacteurs à propulsion solide, elle est faible. C'est-à-dire qu'il va prendre du temps à arriver à son niveau de poussée max, et même à la fin, il va être beaucoup plus faible. Parce que, donc maintenant on va voir de quelle manière il est construit, mais comme vous le voyez sur l'image, en fait on prend dans le tuyau de notre fusée, on met toute la poudre, puis on fait un trou au milieu, et au bout on met notre tuyère.
Et le truc, donc attendez, je sais pas si... Voilà, j'ai la souris. Donc là, vous voyez, vous avez ici tout un trou. Et ce trou, ça va être notre chambre de combustion. Donc c'est ici que toute la réaction va se faire. Sauf que, donc au début, c'est bien, c'est concentré. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance, donc que ça consomme, la chambre de combustion, elle augmente. Si la chambre de combustion, elle augmente, la pression va être moins importante. Et donc du coup, on aura une plus faible poussée sur la fin. Plus on avance. Donc voilà, c'est le problème, voilà, c'est que déjà, une fois qu'il est allumé, on l'arrête plus. Et la variation, il y a une grande variation de puissance tout au long du décollage. Mais c'est moins coûteux et c'est quand même très efficace. Parce que beaucoup plus de matière. Si vous savez... un glaçon, ça prend moins de place que de la flotte. Enfin, c'est plus dense que de la flotte. Et alors, dans ces boosters, alors ça, c'est la propulsion solide, elle est utilisée dans quoi? Donc, notamment, c'est utilisé dans la navette spatiale, par exemple sur les boosters que vous voyez ici. Et ces boosters, c'est de la poudre, de la poudre à l'intérieur, hein, tout simplement. Qui, une fois allumés, on les arrête plus. Mais du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est utilisé pour le Sugar Rocket. Sugar Rocket, qui sont les fusées un peu amateurs que vous pouvez voir un peu souvent sur YouTube. Et donc, c'est un peu l'avantage, c'est que comme c'est très simple à faire et que c'est quand même assez efficace, on s'en prive pas pour l'utiliser. Mais voilà, on va l'utiliser généralement en début de décollage pour envoyer un bon coup. Puis ensuite, on gère tout ça parce que ça sert plus à rien, quoi. On peut pas l'éteindre, pas le rallumer. Voilà. Donc ça, c'est pour la propulsion solide. Maintenant, on va passer sur la propulsion liquide. C'est là que ça commence à être compliqué. Alors, compliqué, pas vraiment, vous allez voir. Donc, l'ergol liquide, ici, nous avons donc notre ergol. Tout à l'heure, c'était sous forme solide. Ici, nous sommes sous forme liquide, qu'on va devoir du coup stocker dans des réservoirs, parce qu'on va pas non plus pouvoir direct les mixer, parce que si on les mixe, généralement, ces liquides, ce sont des trucs qui, à la moindre étincelle, vont exploser. Et donc, du coup, on a plusieurs types de mélange de carburant, mais la plupart du temps, c'est de l'oxygène liquide en tant qu'oxidizer. Et le fuel, ça peut être du méthane, comme le Starship de SpaceX utilise, avec ses moteurs Raptor, ou encore du kérosène et plein d'autres types. Généralement, en tout cas, tout ça, c'est cryogénique pour avoir une meilleure conservation et une meilleure efficacité. Et donc, c'est bien, on a nos deux réservoirs, ok. Le problème, c'est que on va pas juste être en mode, allez, on mélange les deux, basta. C'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est là que l'histoire de cycle dont je parlais va devoir arriver. C'est que tous les liquides qu'on a dans nos réservoirs, il va falloir les amener dans une chambre de combustion qui est proche du moteur. Pour les acheminer, il y a plein de manières différentes. On peut utiliser donc des pompes qui vont utiliser la génération de gaz. C'est-à-dire que soit par un système auxiliaire qui va générer un gaz, qui va faire tourner des pompes, qui va aspirer le flux. Parce que du coup, le débit doit être super important, parce que pour créer une poussée, il faut quand même choper le plus de carburant. Soit sinon, on peut utiliser des pompes électriques, comme utilise la fusée Electron de Rocket Lab. Ou encore par pressurisation des réservoirs. C'est-à-dire qu'au lieu de venir chercher, on va rajouter du gaz dans les réservoirs, ce qui va du coup faire pousser le fuel vers la sortie. Donc là, c'est une partie très compliquée. Ça mériterait presque une émission à eux tout seuls. Enfin, c'est très compliqué les systèmes de cycle et tout ça, parce que c'est de la grosse plomberie. Et c'est ce qui cause aussi, on verra juste après, les désavantages de la fusée liquide. Mais alors du coup, la fusée à propulsion liquide, c'est quand même donc plutôt bien, parce qu'il y a une ISP du coup plus forte. Si c'est bien géré, si du coup on gère bien au niveau des pompes. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que ça pousse presque instantanément toute la puissance au début. L'autre avantage, c'est que la poussée, elle peut être variable. C'est-à-dire que c'est des valves, on a juste à ouvrir, fermer les valves et on est bon. Mais aussi, du coup, on peut éteindre en coupant totalement les valves et rallumer derrière juste avec un système d'allumage simple
et du coup rallumer ces moteurs bien plus tard. Donc c'est là que ça devient super intéressant parce que par exemple SpaceX, ça leur permet de poser leur fusée avec les mêmes moteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a décollé, ils ont juste à couper et rallumer au dernier moment pour se poser. Voilà, ça offre plein d'avantages. Les désavantages, c'est que c'est moins efficace que le solide parce que la concentration est beaucoup plus faible. On peut beaucoup moins stocker de carburant et tout ça. Et en plus, c'est moins dense. Et l'autre problème, c'est que c'est très très complexe à mettre en place. Non pas les réservoirs, non pas la tuyère, mais tout ce qui est autour. Enfin, si, quand même, réservoir et tuyère, il y a quand même une complexité, mais la partie, on va dire, plomberie. C'est-à-dire que là, il faut être plombier niveau 100 pour pouvoir réussir à faire ce bordel. Regardez, si vous voulez, la gueule des moteurs Raptor ou n'importe quel moteur de fusée liquide. Vous verrez qu'il y a des tuyaux partout parce que, en fait, suivant le mode de cycle qu'on va utiliser, généralement, on va utiliser par exemple le fuel et l'oxidizer pour faire tourner les pompes. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut une pompe pour faire tourner cette pompe. Et une pompe sur une pompe, et une pompe et une pompe. Bref, du coup, ça devient très très vite le bordel. Et après, il faut faire en sorte que tout ce mélange soit bien mélangé. Mais ça, je verrai juste après. Sur exactement le fonctionnement en détail du moteur. Et donc ce type de propulsion, on le voit sur plein de types de fusées, notamment les moteurs Vulcain de Ariane 5, ou encore le Raptor de SpaceX, ou le moteur F1 de la Saturn V qui est envoyé sur la Lune des hommes. Tout ça, c'est de la propulsion liquide. Donc l'idée, comment ça marche? On remplit deux réservoirs de liquide. On utilise un système complexe de tuyauterie pour acheminer les deux liquides dans la chambre de combustion. Donc c'est un peu la partie vraiment complexe. On fait en sorte que le mélange il soit le plus homogène parce que si vous avez fait un peu de chimie, vous allez comprendre que comme on fait une réaction chimique, il y a des proportions à gérer. C'est-à-dire que, par exemple, pour liquide oxygène méthane, c'est du 1/3, 2/3, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Mais en gros, il faut 1/3 d'oxygène et 2/3 de méthane. À vérifier, il faudrait que je refasse la formule. Mais bref, du coup, ça fait qu'on doit faire en sorte que dans la chambre de combustion, ça arrive le plus proche de ces taux et que ça se mélange bien, donc à l'aide d'un système d'injection. Et c'est là où c'est généralement aussi très très complexe pour faire en sorte que ça soit le plus efficace et que la propulsion du coup en soit la plus importante. Et en plus de ça, il faut refroidir le tout parce que sinon c'est pas marrant. Et donc comme je disais, nous avons le Starship de SpaceX qui s'en sert. L'avantage, c'est que comme on a dit, ça peut se rallumer et quand ça se rallume, on peut par exemple réussir à faire poser la fusée. Et là, c'est sympathique. Donc voilà, ça c'est pour la propulsion liquide. Et maintenant, on va terminer sur la propulsion hybride. Donc la propulsion hybride, comme son nom l'indique, c'est un hybride. Hybride entre quoi et quoi? Entre ce qu'on a parlé juste avant, donc entre liquide et solide. Parce que les gens ils se sont dit, attendez, solide c'est bien, on a vachement une bonne propulsion, le problème c'est qu'une fois que c'est allumé on peut pas l'éteindre, en plus c'est facile à faire mais c'est quand même un peu chiant de pas pouvoir éteindre la fusée et tout ça. Et après ils se sont dit, le problème du liquide c'est moins efficace que le solide, mais on pour rallumer. Après, niveau tuyauterie, c'est bazar pour mélanger vraiment les deux de manière stoichiométrique et tout ça. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas mélanger les deux? Et c'est ce qui est fait avec la propulsion hybride. Donc, ici, on va prendre un ergol solide et un liquide. Donc, on est entre les deux. Le truc, c'est que ça va permettre de pouvoir couper la propulsion en plein milieu si on veut et de rallumer en coupant le réservoir du coup. Niveau tuyauterie, c'est bon, on a juste à injecter directement dans la chambre à combustion qui est au centre du réservoir du solide. Le désavantage, c'est que la combustion elle va être pas très homogène. De la même manière qu'on a dit, ici en gros, va falloir faire en sorte que le liquide il aille le plus possible sur la partie solide.
dans toute la partie. Donc du coup, plus au fur et à mesure de la réaction, comme on a dit, la chambre de combustion elle va s'agrandir, mais pas de manière homogène, plus sur le départ, parce que c'est là où il y a le plus de fuel qui va arriver. Ce qui fait que il y aura une certaine perte et tout ça. Enfin bref, c'est pas très très efficace, mais ça a quand même de bons gros avantages. Après, ici on est du coup sur des mélanges protoxyde d'azote et dérivés de butadiène hydrotéléchélique. Heureusement que j'ai une note parce que celui-là je l'aurais pas retenu. Donc celui qui a un nom imprononçable c'est l'eau solide et le liquide c'est le protoxyde d'azote et encore plein d'autres manières. Pour l'instant ce système là il est très peu utilisé dans l'industrie spatiale, quand même assez récent, mais quand même complexe à mettre en place. C'est pas pour autant qu'on a des vaisseaux comme le Spaceship 2 et aussi le Spaceship 1 de Virgin Galactic qui utilisent ce système pour propulser leur fusée, ce qui permet de faire en sorte d'avoir quand même pour moins de place une très bonne poussée. Et encore, on a d'autres entreprises comme Hybrid Aerospace, une entreprise je crois bien française qui a pour objectif de faire une fusée hybride de la même manière. Donc voilà, il est 27, c'est parfait, dis donc, timing plutôt pas mal. On a fini la partie présentation du sujet. Donc maintenant, s'il y a des questions, n'importe quoi, je vais pouvoir y répondre tranquillement. On va juste rechanger de scène comme ceci. Non, j'ai pas réussi. Voilà. Et donc voilà, c'est la propulsion chimique, ça se résume un peu à ça. Après, s'il n'y a pas de questions, je parlerai peut-être un peu plus du cyclique, même si même moi c'est pas trop mon truc, parce que la tuyauterie c'est marrant mais c'est un peu galère, mais quand même il y a pas mal de choses intéressantes à savoir. Hop, excusez-moi. Très mal à la gorge en tout cas, mais donc voilà, propulsion chimique c'est ça, c'est 3 types. Je pense pas que, en tout cas dans le chimique comme de cette manière, je pense pas qu'on risque de voir un nouveau type apparaître, parce que le gazeux ça n'a aucun intérêt. Pour quelle raison? Parce que qu'est-ce qu'un gaz vachement bien compressé de manière à ce qu'on puisse en stocker le plus? Un liquide. Donc ça sert à rien le gazeux. Après si, il y a une manière de gaz, mais là on est plus sur c'est plus de la propulsion chimique. Par exemple avec propulsion xénon. Le xénon c'est un gaz. Mais là ici on va utiliser plus, généralement c'est le ionique en fait. Propulseur ionique qui lui va faire en sorte qu'on prend du xénon, on l'électrifie et ça va en gros faire une poussée quoi. Ça va permettre d'avoir une poussée. Bon après c'est pas très très puissant, mais voilà. En tout cas la propulsion chimique, si je me trompe pas, laissez-moi réfléchir, je veux quand même pas dire de bêtises, mais c'est le seul système suffisamment efficace, en tout cas le seul système qu'on n'ait jamais utilisé pour envoyer quelque chose dans l'espace. Donc c'est-à-dire pour s'arracher de la propulsion, de la gravité terrestre, si je me trompe pas, en tout cas jusqu'à atteindre l'orbite, on a utilisé que du chimique. Parce qu'on aurait pu avec le nucléaire, mais alors pas le nucléaire sous forme de propulsion, mais sous forme d'explosion, avec le projet Orion, où il y a eu des tests qui ont été faits, et il y a moyen de pousser un truc suffisamment, et après atteindre carrément l'orbite. Le problème, c'est que des petites bombes nucléaires à se faire péter dans le cul dans l'atmosphère, niveau santé, écologie, c'est pas fou, c'est un petit peu dangereux aussi, enfin bref. Mais, si je me trompe pas, pour l'instant, on a toujours utilisé la propulsion chimique pour retirer de la Terre. Il n'y a pas eu... Alors, il y a des projets pour aider à propulser, mais quoi qu'il arrive, on arrive sur une propulsion chimique. Par exemple, on a Spin Launch, qui a pour objectif de prendre une fusée,
la faire tourner très 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 vite, puis d'un seul coup la lâcher pour qu'elle se barre, et ensuite elle allume plus haut un moteur pour s'allumer. Bref, petite technique plutôt sympathique. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il n'y a jamais eu un autre type de propulsion qui a permis de s'arracher de la Terre, en tout cas connu, qui soit pas chimique. Je fais gaffe à ce que je dis, mais non. Non, parce que de toute façon, même les avions, la plupart, ils font que c'est même un peu la même idée. Donc ouais, non, voilà. C'est pour ça que la propulsion chimique, c'est quand même assez un peu important. Et le jour où on l'utilisera plus, ça sera surprenant. Parce que... attendez, je vais remettre ma chaise. Parce que c'est quand même bien pratique pour se retirer de la Terre. C'est-à-dire que, sauf si on vient à être full autonome dans l'espace en termes d'approvisionnement de matériaux, donc d'acier, d'aluminium, de carburant, enfin du coup voilà. En tout cas, on se servira toujours de la propulsion chimique pour s'extraire de la Terre. Donc tant qu'on n'a pas un petit ascenseur spatial ou des trucs un peu fantaisistes dans ce genre, ça va encore être utile. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc quand même assez intéressant parce qu'aujourd'hui, sans ce type de propulsion, on serait jamais allé dans l'espace. C'est-à-dire que sans cette technologie, on n'aurait pas toutes les avancées qu'on a aujourd'hui. On ne serait pas allé dans l'espace tout court, quoi, parce que la gravité terrestre, c'est une belle merde, même si c'est très pratique pour nous. Pour aller dans l'espace, la gravité, c'est chiant. Et du coup, ça fait que, à part la propulsion chimique, on n'a rien de suffisamment puissant, assez safe et facile d'accès qui nous permettent du coup de se retirer de la gravité terrestre. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, moi je trouve en tout cas. Après, donc là je vais pouvoir un peu parler des systèmes de cycle. Système de cycle, là c'est de la plomberie. Et c'est chiant. Il y a plusieurs types. D'abord, comme je disais, il y a les pompes électriques. Ça, l'avantage, c'est un peu tout simple, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as ta pompe électrique, faut que ce soit pas une pompe qui déconne, hein, vraiment, faut qu'elle tartine sa maman. Donc là, tu as juste besoin à côté de batterie en fait pour alimenter ta pompe électrique. Parce que tu vas pas faire un générateur d'énergie pour le temps du décollage, autant mettre une batterie, quoi. Et lui, il va juste prendre tout le fuel et basta. Avantage, simplicité quand même, parce que par rapport au reste, ça reste quand même assez simple. Désavantage, problème électrique, ta fusée elle décolle, enfin elle se stoppe. C'est-à-dire que ça on va dire, ça augmente un peu une nouvelle dimension de système. Parce que un moteur de fusée, il peut très bien être juste entre guillemets mécanique et pas forcément, genre par exemple, une fois que tu l'as démarré, il continuera non-stop. Mais enfin, tu peux le gérer après électroniquement. Mais voilà, ça peut quand même provoquer de nouveaux problèmes. Donc, niveau pompe électrique, ça va. Par pressurisation, déjà, on commence à être compliqué parce que pour remplir les réservoirs de gaz, enfin, en tout cas, oui, d'un gaz, pour pouvoir pousser le liquide, déjà, il faut le faire rentrer du bon côté pour pousser dans le bon sens. Et ensuite, il faut ce gaz, à rentrer ce gaz. Sauf que t'as l'option, soit tu mets un autre réservoir dans lequel tu mets un gaz, donc avec tu vas déplacer, ça va prendre de la place. Soit sinon, ce que tu peux faire, c'est te servir de ton propre fuel que tu embarques pour générer un gaz que tu vas renvoyer dans les réservoirs. C'est là que ça commence à être compliqué, c'est-à-dire qu'il faut en même temps envoyer du fuel dans la chambre de combustion et en même temps dans ce générateur de gaz qui va pousser les réservoirs. Donc c'est-à-dire qu'à un moment il faut bien démarrer parce que sinon il n'y a rien qui pousse, rien qui... Donc vous allez commencer à avoir la galère. Et là où c'est encore le plus drôle, c'est les cycles justement un peu directs, on va dire, à pompe. Et alors eux,
Voilà, un générateur de gaz. En gros, l'idée c'est tu prends du coup ton fuel qui va. Alors, soit tu vas créer un gaz qui va permettre d'alimenter des pompes qui vont pomper ce fuel, soit sinon tu peux quand même directement faire d'autres petites chambres de combustion qui vont permettre de alimenter des pompes, donc alimentées par un peu ton propre fuel, qui vont permettre d'alimenter d'autres pompes parce que il faut bien démarrer un moment et faire ça au fur et à mesure. Et du coup avoir plein de pompes avec plein de mini chambres de combustion. Puis ensuite, tout ce que tu as mis dans ta chambre de combustion pour démarrer les pompes, il faut que tu le renvoies au niveau de la tuyère. Donc, parce que tu vas pas gâcher et puis tu vas pas le laisser partir sur le côté. En tout cas, pour arriver à un stade full flow comme le Raptor Engine. C'est-à-dire que arriver à un point où tu as juste tes deux réservoirs et tout ce que. Genre, ces deux réservoirs vont de manière autonome, entre guillemets, s'auto-alimenter et créer une seule et même poussée. C'est-à-dire pas avoir de la perte. Parce que si vous regardez. Je crois que d'ailleurs le moteur F1 de la Saturn 5, c'est un peu le cas. Laissez-moi voir ça. F1. Ouais, là, oui, Formule 1, ouais, c'est pourquoi ça m'étonne pas. Saturn 5. Ah, merde. Saturn V. Voilà, image. Si on regarde normalement sur les moteurs de la Saturn 5, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet. Est-ce que je les trouve pas fonctionnant? Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup la taverne. La taverne pour le follow, incroyable. Enfin, le follow back de la taverne. Super. N'hésitez pas à aller rejoindre la taverne, c'est très cool. Point d'exclamation taverne, bien évidemment. Que des bons streamers. Donc du coup, je disais le moteur F1, si on regarde bien, il y a une chambre de sortie. C'est-à-dire que tous les gaz qui vont servir... Je sais pas si sur le moteur F1 ça y est exactement. J'aimerais les voir de plus proche. Voilà, merci pour console pour le point d'exclamation taverne. Mais en gros, là je pense que j'ai l'image. Mais sur pas mal de fusées, vous pouvez... Enfin, surtout les vieilles fusées, c'est de moins en moins utilisé. Mais il y a, en plus de la grosse tuyère, une petite tuyère à côté ou un tuyau où il y a du gaz qui sort. Ce gaz-là, enfin cette fumée généralement bien noire, c'est justement ce qui va servir à faire tourner les moteurs de gaz. Donc les gaz générateurs qui vont faire tourner les pompes. Et le truc, ça, c'est de la poussée en moins. Donc perte d'efficacité du moteur. Ce qu'on n'aime pas, parce que dans l'espace, le moindre kilogramme compte. Donc si on peut faire en sorte que tout le fuel qu'on embarque, ça soit pour propulser la fusée, ça peut être bien. Donc voilà, c'est les systèmes de cycle, c'est un bon gros bordel de tuyauterie. Mais quand c'est bien optimisé, enfin en tout cas très bien mis en place, on se retrouve avec des moteurs comme le Raptor Engine qui sont en full flow. C'est-à-dire que tout ce qui rentre, ça sort pour pousser. Et ça crée des moteurs mais ultra efficaces qui permettent de faire des folies comme le Starship et tout ça. Mais voilà, c'est très clairement... c'est la partie complexe d'une fusée. C'est le moteur. C'est-à-dire que encore, en tout cas pour les moteurs à fusée liquide, je parle bien parce que pour le reste, c'est moins complexe, même si une fusée, ça reste quand même super complexe. Mais en gros, dans une fusée, si vous regardez n'importe quelle fusée, dites-vous que la partie la plus complexe à mettre en place, c'est tout en bas et c'est les moteurs. Parce que le reste, c'est quoi? C'est des réservoirs, un fuselage. Alors ok, il y a les systèmes genre donc RCS qui sont des petites propulsions pour un peu stabiliser la roquette. Ok, ça encore, ça passe. Pareil, tout ce qui est système embarqué et tout ça, bon, c'est pas non plus très simple, mais comparé à la tuyauterie nécessaire pour un moteur, ça n'a rien à voir. C'est très très compliqué. Donc, dites-vous, si un jour vous voyez une fusée en allant, je ne sais pas, au Bourget, au Bourget, je crois qu'il y a la Ariane 5 qui est exposée et aussi une fusée Vega, je crois. Attendez, laissez-moi vérifier. Je crois que c'est une Vega. Merde.
Salon Bourget. Ouais. Ah merde, je ne sais pas écrire Bourget, c'est peut-être pour ça. Mais donc du coup, voilà, comme je dis là, on est sur la partie questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser autour de la propulsion chimique. Euh, alors, je vérifie effectivement, je crois bien que c'est une Vega. Euh, hmm, bonne question. Je crois bien que... Ah non, c'est une Ariane 1. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était une Vega. Bon, enfin bref. Mais si vous allez du coup au Bourget et que vous regardez au niveau des moteurs, eh bien, vous verrez que c'est un beau bordel. Même tous les moteurs de fusée, dès qu'on voit... c'est le truc, t'essaies de suivre le tuyau, t'es en mode d'accord, ça part où ce truc? Et donc voilà, c'est vraiment en tout cas la partie complexe système de cycle dans les fusées. C'est pour ça qu'il y en a, ils aiment bien pouvoir s'en passer par exemple, le système de fusée hybride qui fait un peu, on va dire, sensation en ce moment, parce que bah, c'est plus facile à mettre en place. Je sais que par exemple, l'école où je suis, donc l'ESTACA, l'association aérospatiale, leur projet en ce moment, c'est, je crois que ça s'appelle Prométhée, il faudrait que je revérifie, mais en gros c'est une fusée sonde d'une hauteur de 5 mètres et d'un diamètre de 30 cm qui a pour objectif d'atteindre, je crois, 32 km d'altitude, si je ne me trompe pas. Et en gros, elle fonctionnera en propulsion hybride. Et bon, déjà, outre le fait que ça fera, ça fera en sorte que ça c'est la fusée hybride atteignant la plus grosse altitude étudiante. Mais en plus, bah voilà, c'est un système en fait plus simple entre guillemets. C'est-à-dire qu'au niveau de tuyauterie et tout ça, on s'embête beaucoup moins que sur du propre ergol liquide. Donc ça a ses avantages, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le défaut, c'est que bah voilà, on va avoir un mélange beaucoup moins homogène. Faut réussir à faire en sorte de mettre le plus de liquide de manière bien répartie dans la partie solide où qui aura une chambre de combustion qui va augmenter. C'est compliqué à mettre en place. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympathique. Donc ça c'est... Je pense que déjà j'ai fait un bon tour sur la propulsion chimique. Je rappelle encore, si vous avez des questions, n'importe quoi, même si c'est un peu plus général autour de la propulsion, n'hésitez pas à poser des questions. C'est toute la partie, la deuxième demi-heure de ce live à chaque fois, c'est ça l'objectif. Alors attendez, laissez-moi voir un truc par contre. Hop là. Je vais boire un peu un verre d'eau. Parce que comme vous l'entendez à ma voix, elle est un petit peu défoncée. Et ça pique. Ouais, un peu à la voix fatiguée. Ah, ça fait mal. J'ai jamais eu autant mal en buvant. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. C'est la voix du grand Schtroumpf. Exactement. Il faut pas hésiter à suivre cette chaîne parce que je dis ça, je dis rien. Mais il se peut que dans l'année qui va arriver, vous pouvez observer la construction sur cette chaîne. Alors peut-être un peu en parallèle, pas tout le temps en direct, mais d'une mini-fusée qui décollera d'ici la fin de l'année normalement, si tout se passe bien. Étant donné que j'ai rejoint un petit projet de mini-fusée sympathique, donc on va apprendre à faire la mini-fusée et c'est marrant, moi j'adore ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est trop bien. Donc je vous raconterai un peu, j'essaierai de vous... Alors, des tutos peut-être pas, mais je vous raconterai du coup comment ça marche, comment on fait des mini-fusées, en tout cas sur les grandes lignes.
Et je verrai. Je ne dis... Enfin, je me prononce, mais je promets rien. Mais le jour où on viendrait à la faire décoller, c'est-à-dire au C-Space qui a lieu, je crois, à Toulouse, je sais plus. C-Space 2021. Le C-Space, il a eu lieu. Donc, qui est du 14 au 24 juillet 2021. Camp militaire de guerre. GER, hein, pas la guerre. Voyons voir. Je ne sais pas où c'est. Nous, en troisième, on a envoyé un ballon prendre des photos de la Terre. C'est cool, ça. C'est un bon projet, ça. Ouais, c'est sympa, ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets ballons qui sont faits dans les écoles. Je trouve ça plutôt cool. Là, c'est vrai que j'ai rejoint du coup une association qui est du coup l'association Alestaka de fusées tout court, l'association spatiale. Et il y a des projets, c'est des dingueries. Je rigole pas, mais c'est-à-dire que là pour l'instant je fais les mini-fusées parce que comme c'est ma première année, j'ai envie de un peu connaître les bases. Mais il y a du coup ce projet de fusée hybride de 5 mètres de haut et 30 cm de diamètre qui décollera peut-être en Suède, enfin bref, ce qui est trop bien. Et il y a aussi des petits projets sympas du genre envoyer un rover sur Titan, par exemple. Juste Titan, hein. Et celui-là, j'hésite encore à participer dedans, mais ça peut être sympa. Donc ouais, c'est des trucs, ça je trouve ça très cool. Par contre, je ne sais pas. Attendez, camp militaire de guerre. On va aller voir où c'est. Camp militaire de guerre. C'est camp de guerre. Au niveau de Pau, si je me trompe pas. Je crois que c'est au niveau de Pau. C'est dans le sud, c'est pas très loin de Toulouse en gros, hein, ça me paraissait évident. Et donc du coup voilà, c'est là-bas que le C-Space a lieu. Et là c'est donc comme il a dit sur le truc, 31 fusées expérimentales, 60 mini-fusées, 10 CanSat et un ballon expérimental. Donc voilà, c'est plutôt... Ça c'était en 2020. Donc cette année ça peut très bien être plus. Ok, voilà. Donc du coup, j'essaierai de voir si je peux vous faire suivre un peu ces petites aventures de création de fusées en live. Faut que je vois avec mes mates. Voilà. Et I-49, hein, c'est pas mal. J'ai vraiment la voix exploser. Non, sinon, à part ça, qu'est-ce que... Je réfléchis. Non, voilà, je vais essayer de vous faire vivre un peu cette petite aventure. En fait, ça dépendra aussi, parce que voilà, comme je disais, au C-Space, j'aimerais bien pouvoir le retransmettre sur Twitch en même temps. Après, il y a un problème un peu important qui s'appelle Internet. Et étant donné que c'est dans une base militaire, ça m'étonnerait que j'ai vachement Internet. Du coup, si jamais je peux, tant mieux. Faudra que je demande aux organisateurs, mais je vous tiendrai au courant tout au long de l'année pour cela. Ça va être sympathique.
Et voilà. Donc là, ce soir, il n'y aura pas d'autres live, comme j'ai dit. Enfin, oui, je l'ai dit. De toute façon, vous le voyez sur le planning. C'est tout simple. Vous avez soit, soit vous pouvez y accéder par le biais du serveur SkyEyes dans le planning stream qui vous redirige du coup sur Twitch au niveau pip-pop, de la chaîne. Et ok, ça va, j'ai failli m'entendre en écho, c'est horrible, mais on est bon. Et donc dans la partie programme de la chaîne, vous pouvez observer le programme. Et comme vous le voyez, aujourd'hui à partir de 20h, on arrête de stream. Et on se retrouve demain vers 21h, hein, un peu décalé les streams, mais c'est pas grave. Où on va faire ce qu'on aurait dû faire normalement ce soir. Où donc on va faire un peu de Star Citizen, on va un peu décrasser les vaisseaux là. On va voir peut-être qu'il y aura des gens, des primaris avec qui on peut s'amuser. Et enfin, vendredi, on continue l'aventure Minecraft. Donc jusqu'à ce que je meure, c'est dans très bientôt. Qui est donc une petite aventure hardcore en attendant la 1.18. On est sur les snapshots. On a trouvé une grotte plutôt sympathique, c'est joli. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder à clôturer l'émission. Je reste quand même jusqu'à 20h. Si vous avez des questions autour de la propulsion spatiale, je répète, n'hésitez pas à regarder. Et après, vous pourrez retrouver du coup la rediffusion. Je suis en train d'hésiter à un truc. Je me demande si je récupère toutes les rediffusions de Curiosity et je les mets sur la chaîne YouTube. Je pense que oui. Écoutez, je vais les récupérer et je verrai si je les mets sur la chaîne YouTube. Comme ça, au cas où je les ai. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les mette sur la chaîne YouTube, les rediffusions de Curiosity, si jamais vous voulez y accéder, pour en tout cas la partie la plus intéressante qui est la première demi-heure. Je mettrai peut-être pas la deuxième demi-heure sur YouTube, parce que 1 heure déjà, ça fait beaucoup upload. Et surtout que généralement, cette deuxième demi-heure, soit c'est juste moi qui parle un peu comme ça, vite fait dans le vide. Soit sinon, c'est un peu l'interaction avec le stream, quoi. Donc s'il y en a, ils veulent vivre ça, autant venir. Mais la première partie, c'est un peu comme un exposé, donc... alors attendez, laissez-moi voir, je ne sais plus comment on gère Twitch. Contenu studio vidéo, voilà. Donc oui, je pense que je vais récupérer tous les trucs de Curiosity. On en a un là et un là. Et je ne sais pas comment qu'on fait. On fait ça, télécharger. Bon, je pense que j'ai trouvé le bouchon. Le bouton. Donc voilà. Donc j'espère quand même que cette émission vous plaît, que vous aimez l'espace et vous aimez en apprendre plus. En tout cas, moi, je me plais à partager ma passion. Et semaine prochaine, déjà, est-ce que semaine prochaine, il y aura bien un live? Ça devrait passer, oui. Normalement, ça devrait être bon. Semaine prochaine, je ne sais pas quel sujet on va aborder. Je le déciderai d'ici la semaine prochaine. Vous le saurez façon dans le planning. Je rappelle que... alors, c'est pas régulier le moment où le planning drop, mais généralement le dimanche de la semaine, genre la veille donc le dimanche de la semaine qui va suivre, vous avez sur Twitch le planning qui est inscrit. Et donc sur l'émission Curiosity avec le thème abordé. Donc comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez un peu les préparer si jamais vous voulez vous poser des questions. Voilà, donc on a déjà pu voir le New Space. On a parlé aussi de la terraformation. Là maintenant, on a parlé de la propulsion chimique. Donc je ne sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine, mais on verra bien. On verra bien. N'hésitez pas même à me voir hors stream, enfin hors stream, si pendant les streams, mais hors des moments de Curiosity si vous avez des questions bien évidemment. Et aussi si vous avez une idée d'émission pour la semaine d'après, ça peut être cool. Alors est-ce que j'ai réussi à les télécharger? Je sais pas. Écoutez, ça fait préparation en cours. Bizarre. C'est bizarre.
Bref. Donc voilà, je pense que c'est bon. De toute façon, il est 19h55. On va attendre 20h tranquillement. Comme ça fera une heure complète. Et puis on se laissera et on se retrouvera demain à 21h pour faire du Star Citizen. Peut-être seul, peut-être avec les Primaris. Je ne sais pas, on verra. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Non, je pense qu'on est bon. Est-ce que je réussis à les télécharger? Par contre, c'est un petit peu chiant. Il est bizarrement foutu le système de téléchargement de vidéos de rediff Twitch. Et j'espère que ma voix reviendra bientôt. Hein. L'angine tiers. Genre en fait au début juste j'avais la voix cassée parce que j'ai gueulé. Et au final, en fait, ça s'est transformé en angine. Et c'est pas cool. Ça pique. C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc au moins, ça vous fait un peu une petite émission. Voici à tous. Je peux faire de l'ASMR. Attendez, on va faire un peu d'ASMR. Je suis déjà à fond, là. Ouais. Bonjour à tous. Voilà. Au moins, quand je parle comme ça, j'ai beaucoup moins mal à ma gorge. Parce que je ne force pas dessus. Allez, j'arrête, hein, parce que là, c'est un peu cringe. Est-ce que j'arrive à télécharger ça? Non, ça ne veut toujours pas. Compliqué. Je réfléchis, tiens. Ouais, bon. Je sais pas, je suis en train de me dire quel sujet je peux faire la semaine prochaine, mais je n'ai vraiment zéro idée. Voyons voir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? En vrai, là, première émission, on a fait un sujet concret. On a parlé du New Space. Deuxième émission, on a parlé d'un truc plus fictif, donc la terraformation. Là, on est revenu sur un sujet concret. Je pense qu'on peut aborder un thème un peu futuristique, fictif un peu. Donc, pas forcément du concret. Après, à voir. Qu'est-ce que je pourrais présenter? On va éviter de parler de propulsion parce que on en a un peu parlé au début. Enfin, on en a parlé là. Je m'étais dit genre un peu la near future technologie, mais un peu compliqué, non? Je vais voir. Peut-être plus un thème astronomie plutôt que aérospatial. À voir. À voir. Je vais y réfléchir tranquillement. Je préparerai ça comme d'habitude. Et vous verrez juste du coup. Normalement, par contre, c'est la semaine prochaine. Mercredi, ça sera à 20h. On reprend le rythme normal. Là, c'est exceptionnellement, pour des raisons personnelles, je le fais de 19 à 20h. Mais on va essayer de garder quand même ce rythme de toutes les semaines, le mercredi à 20h, pendant une heure. Je pense que ce format est bien parce que bon, j'ai eu comme à la première émission des gens qui parlaient et tout ça, et une demi-heure c'était bien. Ça paraissait court quand on pose beaucoup de questions, mais au moins voilà, quand là il n'y a pas de questions et tout ça, ça permet que ça passe vite, mais tout en restant dans cette zone de temps. Ah, c'est bon, c'est en train de me télécharger les émissions. Putain, ça prend de la place cette merde. Bref. Je verrai ça. Et puis voilà, je pense qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc demain 21h pour du Star Citizen. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Écoutez, est-ce que je vais réussir à gérer mes scènes? Peut-être. Je ne sais pas. Oui, je pense que je vais y arriver. Et merci d'avoir écouté, d'avoir été là. Et on se retrouve demain 21h pour du Star Citizen. À la prochaine. Portez-vous bien, tout ce qu'il faut. Évitez de tomber malade, ça fait chier. Allez, salut.